Là, on a un accord, mais c'est un accord qui a été obtenu parce que Macron a tout cédé. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Un accord européen de 750 milliards d'euros a été signé hier à Bruxelles pour relancer l'économie des États membres. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? Non, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle pour beaucoup de choses. Alors, il faut être très précis. On annonce 750 milliards d'euros. À l'origine, ça devait être 500 milliards d'euros de dons, de subventions versées par la Commission européenne aux États et 250 milliards de prêts. En réalité, c'est un peu moins, ça sera, enfin même sensiblement moins, ça sera 390 milliards d'euros versés par la Commission européenne aux États et le reste, 360 milliards, qui seront des prêts faits par les États. Alors pourquoi c'est une mauvaise chose? Parce que, vous savez, les Français ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on leur annonce des centaines de milliards d'euros qui vont débouler. La Banque Centrale Européenne, elle lance des plans, on n'y comprend pas grand-chose. Enfin, moi j'ai essayé d'y voir clair. Je renvoie vos auditeurs à notre site internet upr.fr s'ils veulent vraiment étudier la question de façon approfondie. Là, en réalité, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pas seulement ce que l'on va recevoir, mais qui va payer et quand et de quelle façon. Moi, ce que je vois, c'est que en France, vous avez une partie de l'opinion publique qui trouve que c'est un accord formidable, etc. Ils ne se rendent pas compte de qui va payer. Et puis, à contrario, il y en a qui disent « oui, c'est pas bien, les pays du Nord ont bien raison, nous, on est super endettés, c'est à cause de l'endettement général, il y a trop de fonctionnaires ». Ça, c'est une autre version des gens de ceux qui critiquent. Mais ces gens-là sont persuadés aussi que la France va recevoir de l'argent. Donc, je dirais de façon très simple, la France va payer beaucoup plus que ce qu'elle va recevoir. Emmanuel Macron a confirmé sur TF1 que la France allait toucher 40 milliards d'euros sur ce plan de relance, en indiquant que la France donc, est la troisième bénéficiaire en Europe après l'Italie et l'Espagne. Donc la France reçoit 40 milliards et donc elle paierait combien? Alors, d'abord, elle ne les a pas reçus. Voilà. Comme tous les pays, ils vont recevoir des subventions sur la présentation de dossiers qui devront être agréés et qui seront soumis d'ailleurs à des contraintes sur la mise en place de réglementations, de réformes dites indispensables imposées par la Commission européenne. Donc c'est de l'argent qui ne nous est pas donné gratuitement. Ça va notamment insister sur la réforme des retraites, la privatisation des services publics. Ça, c'est la contrepartie. Maintenant, Macron a dit qu'on était les troisièmes. C'est vrai, d'après ce qu'on dit, sauf que l'Italie et l'Espagne, je crois, devraient recevoir dans les 90 à 100 milliards d'euros, même plus, alors que nous, on a 40, la Pologne 39 et l'Allemagne 33. Je rappelle que normalement, cet argent doit être versé proportionnellement aux souffrances économiques du fait de la Covid-19. Or, quand je lis la presse, on découvre que la France est sans doute le pays le plus touché. Pourquoi la France va-t-elle recevoir peut-être 3 fois moins que l'Espagne ou que l'Italie, alors que nos économies ont été touchées de la même façon? Ça, c'est une première question. Maintenant, ce que l'on ne dit pas, ce que ne dit pas Macron, c'est qui va payer. En réalité, c'est la Commission européenne qui va emprunter de l'argent sur les marchés financiers. C'est une première. Ça n'est pas une mutualisation des dettes, on pourra en reparler si vous voulez, parce que les européistes disent c'est formidable, c'est un nouvel État, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que la Commission européenne s'endette, mais ça n'est pas une mutualisation des dettes, parce que chaque État devra financer dans sa quote-part à la Commission. Bon. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir qui va payer. Normalement, il va y avoir un délai. Donc la Commission européenne va emprunter de l'argent. Elle va commencer à rembourser cet argent, paraît-il, dans plusieurs années et sur 30 ans. Ça nous entraîne jusqu'aux années 2000, peut-être 2050 ou 2058, si j'ai bien compris. C'est délirant. Ça veut dire que ce sont nos enfants, peut-être nos petits-enfants, qui devront payer ça. Mais surtout, sous quelle forme? Il faut savoir que depuis que le Royaume-Uni est parti de l'Union européenne, la France, maintenant, assure à peu près 20% du budget de la Commission européenne. Si la Commission européenne emprunte 390 milliards d'euros sur les marchés financiers pour en faire des dons, la France devra payer à terme 20% de cette somme. Je ne parle même pas des intérêts, c'est-à-dire ça fait 78 milliards d'euros, disons 80 milliards. Emmanuel Macron a déclaré que ce n'est pas le contribuable français qui paiera
c'est donc de grandes entreprises internationales qui paieront cette dette avec de nouvelles taxes européennes. Est-ce que vous y croyez, ça? Non, j'y crois pas. D'ailleurs, si ce que Macron disait était vrai, pourquoi les pays dits frugaux s'y sont-ils opposés? Pourquoi est-ce que les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, la Finlande, Parce le qu'ils Danemark... sont peut-être opposés à cette taxe. Les taxes se votent à l'unanimité. Donc déjà, d'ailleurs on l'a vu, la taxe sur les GAFAM n'existe pas. Donc M. Macron nous dit on fait financer ça par des taxes, sauf que les taxes européennes doivent être prises à l'unanimité et un certain nombre d'États de l'Union européenne ne veulent justement pas de ces taxes. Voilà. Donc la deuxième question, si ça n'était pas les contribuables qui étaient impactés, pourquoi est-ce que dans l'accord on a accordé des remises très importantes aux Pays-Bas et plus encore à l'Autriche? Ils ont obtenu de payer moins. Ça veut donc bien dire qu'il y a quelqu'un qui paye. N'est-ce pas? Si ce que disait Macron était vrai, c'est-à-dire que si cet argent était payé par des grandes sociétés internationales, il n'y a aucune raison pour laquelle l'Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède demandent une remise sur le montant qu'ils vont payer. Alors, pour être totalement précis, si d'aventure on parvenait en définitive à avoir une taxe sur les GAFAM, cette taxe, elle serait bien payée par quelqu'un. Ça serait plus des contribuables, mais ça serait des consommateurs. Et ça serait des consommateurs au prorata, justement, des populations. Donc, de toute façon, la France les Français paieraient, cette fois-ci, non plus sous forme d'impôt, mais sous forme de taxes. Comment expliquez-vous qu'Emmanuel Macron est tant poussé pour cet accord? Écoutez, là, il y a l'intime conviction. Bon. Parce que vous dites que la France est perdante. La France, elle est évidemment perdante. Elle est la perdante. Parce que regardez ce qui se passe pour les autres États. Les pays du Nord, les pays dits frugaux, c'est-à-dire en fait ceux qui défendent l'intérêt de leur population et l'intérêt des contribuables finlandais, néerlandais, etc. Eux, ils ont obtenu des remises très très importantes. L'Autriche a obtenu une remise de 138%, je ne sais pas si vous voyez. Donc ils vont payer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est les pays du Nord. Les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, eux, ils vont payer leur quote-part, mais ils vont recevoir beaucoup plus d'argent. Ils vont donc être bénéficiaires. La France trouve le moyen d'être celle qui va payer le plus et recevoir proportionnellement le moins, c'est-à-dire va être la contributrice nette. Vous vous rendez compte que l'Allemagne devrait toucher 33 milliards d'euros, alors même qu'il y a de notoriété publique, il y a eu 5 fois moins de morts du Covid-19 en Allemagne. Alors pourquoi pour répondre à votre question, pourquoi Macron fait-il ça ? Écoutez, pour relancer la construction européenne ? Oui, je pense que fondamentalement, mon avis personnel, c'est que Macron n'est pas maître de ses décisions. Macron a été élu à l'issue d'une campagne médiatique énorme qui a été préparée sur 2 ans à partir de 2015, 2016, 2017. Il a été élu pour appliquer un programme qui est le programme d'une oligarchie européiste. Donc, que cela plaise ou pas, il fonce et il veut absolument imposer un modèle qui est le modèle de la construction d'un État-nation. Ce qui est très très fascinant pour vos téléspectateurs, s'ils veulent vraiment creuser la question, c'est d'aller regarder ce que dit la presse française et d'aller regarder ce que l'on dit, par exemple, dans la presse néerlandaise. Vous pouvez maintenant, avec Google Traduction, vous pouvez traduire le néerlandais. Vous apercevez qu'on n'est pas sur la même planète. Les Néerlandais, par exemple, pour parler d'eux, ou les Autrichiens, ils raisonnent en tant qu'État-nation, défendant les intérêts nationaux de leur population. Nous, en France, tous les grands médias français, radio, télévision, journaux, magazines, ont fait silence sur le bilan coût-avantage de cette opération et ont en revanche insisté sur un aspect idéologique, c'est une mutualisation des dettes, ce qui n'est pas vrai. Ils ont dit également, je crois que ça vient de sortir là je crois que c'est dans Le Monde ou dans Le Point, je ne sais plus, un point de vue, ça y est, c'est l'apparition d'un État. C'est-à-dire que l'on voit qu'en France, c'est l'idéologie qui est au pouvoir, alors que dans les États dits frugaux, les États du Nord, ce sont des pays qui sont, eux, beaucoup plus réalistes sur l'évolution de la situation. Donc c'est un retour du fédéralisme. Oui, mais si vous voulez, ça serait très bien si tout le monde était d'accord. Ça serait très bien d'abord si les Français se rendaient compte de ce qui se passe. Parce que beaucoup de Français ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Il y en a qui se félicitent, c'est formidable l'Europe. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux, leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont être ponctionnés. Ils ne se rendent pas compte non seulement ça, mais que le projet fédéraliste européen, c'est la destruction des nations pour avoir des grandes régions. Vous savez qu'en permanence, d'ailleurs, vous voyez que Macron développe les territoires. Il va dans les pas de son prédécesseur Hollande qui avait créé des grandes régions. C'est d'avoir des lenders au niveau européen. En fait, ce qui se profile, je pèse mes mots, je l'ai déjà dit, c'est la destruction des États-nations
pour avoir en fait des États-Unis d'Europe, mais les États-Unis d'Europe, c'est pas la France, l'Italie, l'Allemagne, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, Rhénanie-Westphalie, la Lombardie. C'est ça en fait le projet qui est caché, parce que, enfin, qui est pas vraiment avoué, parce que on a peur que les populations rejoignent. Mais les Français ne l'ont pas compris majoritairement. Le problème, c'est que si tout le monde était d'accord après tout, moi je dirais, bon ben voilà, je suis dépassé par les événements, voilà, j'appartiens au monde d'avant, etc. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les Français n'entendent pas que leur vote ne sert plus à rien. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est que les Français veulent décider de ce qu'ils souhaitent. En France, on veut des forts services publics. En France, on veut une égalité. En France, on veut l'intervention de l'État pour assurer la justice sociale. Or, le modèle qui nous est imposé par l'Europe fédérale, c'est un modèle qui, justement, un peu sur le mode américain, est en train de détruire tout le modèle français. Donc il y a en fait une contradiction. Si vous voulez, il faut choisir entre la démocratie, les services publics, la vie à la française, l'intervention de l'État, l'égalitarisme français, la justice sociale telle qu'on l'a connue depuis la Révolution française. Si on veut ça, c'est incompatible avec la construction de l'Europe. Voilà. Et les gens ne l'ont pas compris. Parlons des pays dits frugaux ou radins qui ont plutôt été conspués dans la presse occidentale. Selon vous, ces tensions entre donc, les pays européens peuvent-elles laisser des traces? Oui, alors, d'abord, c'est pas dans la presse occidentale, c'est dans la presse française. D'ailleurs, au passage, vous noterez que les Européens, les pro-européens, sont en faveur d'une Europe mythique. Parce que dès que vous commencez, une fois j'avais eu un débat comme ça avec un européiste, et quand je lui faisais remarquer la Pologne, la Hongrie, les Pays-Bas, à chaque fois il fustigeait. Les Polonais c'était pas bien, les Hongrois c'était pas bien, les Allemands, Mme Merkel c'était pas bien, les Maltais c'était pas bien, etc. C'est-à-dire qu'en fait ils n'aiment pas l'Europe, ils n'aiment pas la réalité des pays d'Europe. Ils aiment un mythe. Donc là on a affaire à quoi? On a affaire à des pays, les pays scandinaves, ou bien les Pays-Bas, qui sont des pays très, très, comment dirais-je, pragmatiques. Ce sont des pays qui ont été, notamment, qui ont rompu avec l'Église catholique, qui ont rompu avec la vision idéologique du monde, la vision dogmatique. Ils ont embrassé le protestantisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Protestant, ça veut dire protestare, du latin, qui veut dire témoigner, témoigner de l'Évangile. Donc ce sont des pays qui sont revenus à la lecture des Évangiles au XVIe siècle et qui ont dit mais ce que l'Église nous dit, c'est pas du tout ça. Voilà la réalité. Donc ce sont des peuples, c'est intéressant de revenir toujours sur l'histoire, ce sont des peuples qui ne s'en laissent pas compter. Mais en revanche, ils comptent leurs sous. Nous, les pays du sud de l'Europe, ce sont des pays qui sont traditionnellement, et la France en particulier, des pays de dogme, des pays idéologiques. Le problème qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas changer les peuples comme ça. Là, on a un accord, mais c'est un accord qui a été obtenu parce que Macron a tout cédé. Si vous l'avez vu des Pays-Bas, il faut aller lire la presse néerlandaise, vu des Pays-Bas, et les gens, ils se disent, mais la France est dirigée par... C'est quoi ça? C'est un type, il est complètement fou. Il ne défend pas les intérêts de sa population. Il défend une vision idéologique de ce que devait devenir l'Europe. Mais c'est pas pour ça que vous allez faire changer l'état d'esprit des Néerlandais, des Scandinaves, ou des Polonais ou des Hongrois. On n'en a pas suffisamment parlé. Justement, mais la Pologne et la Hongrie ont été aussi aux premières loges parmi les pays critiqués. Justement, on va en parler. Donc, on a appris que ce plan européen de relance est conditionné au respect de l'état de droit et aux objectifs climatiques visant tout spécialement donc la Hongrie et la Pologne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'en pense que ça fait partie de ce discours idéologique dominant où en permanence vous avez la France et l'Allemagne et la Commission européenne qui distribuent des bons points et des mauvais points. Moi j'estime que la Pologne et la Hongrie doivent se diriger comme elles l'entendent, comme veulent le peuple polonais et le peuple hongrois. En plus ça, il y a une hypocrisie phénoménale. On reproche à la Hongrie d'avoir que le tribunal constitutionnel, la Cour suprême polonaise, soit maintenant moins indépendante des pouvoirs publics. Il y a eu une réforme. On a poussé des cris d'orfraie en France. Mais en France, le Conseil constitutionnel, qui c'est qui nomme les membres du Conseil constitutionnel? C'est le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. C'est tout sauf une cour indépendante. Bon, j'ai vu également qu'on reproche, la France a reproché à certains États de droit, à certains États de l'Est, de ne pas respecter suffisamment l'égalité de traitement dans les médias. Mais enfin, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. La France, c'est comme j'avais vu M. Macron, je change de périmètre géographique, mais Emmanuel Macron avait protesté contre
au Venezuela contre Maduro, et la France soutient officiellement... Il a appelé le Venezuela. Voilà, Guaido, et au motif que lors de l'élection présidentielle, lors de sa réélection présidentielle, Maduro aurait été élu à l'issue d'une campagne où il y aurait eu un déséquilibre dans l'accès aux médias des candidats. Macron qui reproche ça. Macron, moi je rappelle que lorsque j'étais candidat en 2017, j'ai eu moins de 1% du temps de parole. Et Macron, lui, en revanche, avait, 25% ou 30% du temps de parole. Voilà. C'est le même qui reproche au Venezuela ou à la Hongrie ou à la Pologne de ne pas respecter l'état de droit. C'est une sinistre plaisanterie. Merci beaucoup, François Asselineau. Merci.